Je vous souhaite la bienvenue à tous les participants de cette conférence de clôture de la journée de la paix économique. Cette conférence a pour titre « Arrêtons l'exploitation ». Pour arrêter l'exploitation, pensez comme un arbre. Elle aura une durée d'1 h 30. Elle se terminera donc à 20 h 30 et nous aurons une table ronde avec 5 intervenants et ces intervenants, après, pourront répondre à vos questions que vous aurez posées préalablement dans le chat. Donc là, le chat est ouvert pour que vous posiez des questions. Et vous avez Laurent Le Savre qui n'apparaît pas là à l'écran, mais qui regroupe toutes ces questions-là pour pouvoir vous les poser à vous, intervenants. Mais avant de vous présenter tous ces intervenants, donc tous plus intéressants les uns que les autres, notamment Jacques Tassin, puisqu'il a inspiré le titre de cet atelier. Donc, je vais vous laisser au bon soin de Dominique Steller, qui vous a préparé un temps de méditation de 5 minutes afin que vous soyez le plus attentif possible à tous ces intervenants que vous aurez plaisir à écouter. Merci beaucoup, Élodie. Donc, je vais vous proposer 5 minutes autour de la question du sensible à partir de tout un ensemble d'éléments. Surtout cette idée qui a été pour moi le trajet de ma vie d'un point de vue sur la recherche, qui a été ce sujet entre puissant et vulnérable. Mon sujet personnel, mon sujet de recherche, mon sujet de vie, qui est comment se créent des passerelles entre ces deux mondes, ce monde de la lumière et de la performance et ce monde de la fragilité ou de la vulnérabilité. Pour démarrer cette méditation, installez-vous confortablement. Vous pouvez fermer les yeux si vous le voulez. Vous pouvez les garder ouverts aussi. Il n'y a pas d'importance. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de porter votre attention à votre respiration, au sens premier du terme. Vraiment tenter de suivre votre respiration tout au long de l'inspiration et tout au long de l'expiration. Tranquillement, vous vous posez. Et puisqu'on est dans l'image de l'arbre, comme si une feuille venait se déposer sur le sol. J'inspire et je porte mon attention sur l'air qui pénètre par mes narines, par ma bouche, sur sa sensation, sur sa fraîcheur éventuelle. Je suis son trajet jusque dans mes poumons. Et quand j'expire, je suis le trajet inverse. Et je peux ressentir là aussi sa sensation, son éventuelle chaleur, au bout de mon nez, dans mes narines. Et je vous laisse seul comme ça quelques instants avec cette respiration. Je vous propose maintenant de laisser aller la respiration et de porter votre attention à votre cœur. Comme si vous pouviez entrer dans votre corps, comme si vous pouviez ressentir votre corps. Choisissez l'endroit par lequel vous le pénétrez, par la peau, par les bras, par les yeux, par la bouche, et vous faites tout un trajet jusqu'au cœur. Vous vous installez près de lui, quelque part où vous pouvez l'observer, le ressentir, le toucher, l'écouter. Tout ce qui peut vous permettre d'avoir le contact le plus proche, le plus charnel avec votre propre cœur. Et une fois que ce contact est établi, je vous propose de laisser venir et de ressentir à quel point ce cœur est le meilleur ami que vous avez. Quoi qu'il se passe, qu'on soit le matin, le soir, que vous soyez tendu, détendu, heureux, malheureux, 1er janvier, 15 août, quel que soit le moment, ce cœur est toujours là, totalement loyal, à faire ce qu'il a à faire, à battre pour vous,
à faire circuler le sang, l'oxygène. Et ressentez, si vous le pouvez, toute la gratitude qu'on peut ressentir pour quelqu'un qui nous est aussi proche. Pour cette part de vous qui vous est totalement dédiée, sans même que vous ayez à y penser, sans même que vous ayez à le remercier. Il est là. Et il bat. C'est l'un de vos soutiens principaux, totalement indéfectible. Laissez venir toutes les émotions, toutes les sensations de remerciement, de gratitude, tout ce que vous pouvez ressentir vers cette partie de vous qui, sans rien demander, est là à votre service et vit avec vous tout ce que vous vivez. Laissez aller maintenant tranquillement cette image du cœur, quittez-le avec douceur, avec un sourire, avec ce qui vous plaît. Remerciez-le d'être là, aussi proche de vous. Revenez un court instant à votre respiration, comme si l'expire vous permettait de retourner dans le monde extérieur, de venir au contact de tout ce qui va se passer à partir de maintenant, de cette conférence, des échanges, et de quitter ce monde interne du sensible pour aller vers la relation avec les autres, le temps de la conférence. Vous ouvrez les yeux quand vous terminez, quand vous en avez envie. Merci beaucoup à vous. Et la parole est à vous, Élodie. Merci Dominique pour ce temps de cheminement intérieur. Je vous présente les intervenants qui vont suivre. Donc, Jacques Tassin est chercheur en écologie végétale au CIRAD. Alexandre Jost est fondateur de la Fabrique Spinoza, le think tank du bonheur. Ensuite, nous avons Elisabeth Laville d'Utopie, qui aide les entreprises à intégrer leurs enjeux environnementaux et sociaux dans leur stratégie. Nous avons aussi Éric Duverger, donc, qui est fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Et nous avons David Laurent, pour terminer. Donc, David Laurent, qui est responsable du pôle climat et océan, EPE, des entreprises pour l'environnement. Et je vais passer la parole à Jacques, donc Jacques Tassin, qui va nous expliquer l'intérêt de la connexion vivant et un ensemble d'autres éléments tout aussi intéressants. Merci, c'est bien agréable de démarrer juste après cette posture méditative qui nous requinque et qui fait un peu la transition, en tout cas je l'espère, avec ce que je vais vous évoquer. Alors je suis très honoré que vous ayez repris le titre de mon livre « Penser comme un arbre » pour intituler cette conférence. Et du coup, on peut s'interroger, et moi-même je continue d'ailleurs à m'interroger sur le choix de ce titre. Et ce titre, je pense qu'il reflète trois choses principales, en tout cas dans mon esprit. C'est notre condition de primate. C'est la manière très intéressante qu'ont les arbres d'être au monde et dont nous pouvons nous inspirer. Et puis, c'est finalement cette manière dont nous pourrions être nous-mêmes, c'est-à-dire de lâcher prise avec le rationnel, avec le quantitatif, ce qu'on a dit un peu précédemment, pour aller davantage dans le monde du sensible et donc de nous-mêmes. Et puis, au bout du compte, cesser de se regarder dans des images, dans des miroirs déformants. Notre condition de primate, elle est à la fois évidente, il suffit de se regarder, tout en nous reflète notre condition de primate, montre que nous sommes bien des primates. Mais c'est tellement évident que nous n'avons jamais cessé de l'oublier. Et pourtant, ça nous est consubstantiel, ça nous est constitutif. Et si on n'accepte pas cette dimension, cette identité, on passe à côté de nous-mêmes d'une certaine manière. Alors, c'est assez récent que nous sommes des êtres humains, puisque ça fait 350 000 ans que nous sommes sortis des forêts et sommes devenus donc cette espèce Homo sapiens. Mais ça fait beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire 65 millions d'années, que nous sommes des primates et que nous avons évolué tous les jours, à chaque instant, au contact des arbres et au contact de tous les êtres vivants
qui vivent dans ces arbres. Et nous avons été façonnés par cela. C'est-à-dire que nous avons été façonnés physiologiquement, de manière anatomique. Hein. Nos mains sont faites pour se saisir des branches, etc. Mais nous avons été façonnés aussi dans cette convivialité qui nous est aussi intrinsèque, puisque nous n'avons jamais cessé d'évoluer au contact, au toucher, au sentir, à la vision, au ressenti des autres êtres vivants qui peuplent les forêts. Et ça, évidemment, c'est resté en nous. C'est resté immanquablement jusque dans notre pensée. Et alors, si nous, aujourd'hui, nous avons certes quitté la forêt, en réalité, elle n'est pas si loin de nous dans notre esprit et dans notre mental. Eh bien, des exemples, par exemple, dans des situations difficiles, montrent que nous allons volontiers vers la forêt qui, au bout du compte, il suffit de reprendre ce que je viens de vous dire, constitue notre matrice première. C'est de là dont nous sortons. Bon, avec peut-être une forme poétique hein, quand on dit cela, mais c'est aussi la vérité. Et le deuxième point, donc, porte sur la manière d'être au monde, sur laquelle on ne s'est pas beaucoup interrogé finalement jusqu'à ces toutes dernières années, et manière d'être au monde des arbres. Et ce qu'on peut regarder, alors là c'est difficile à nouveau de regarder, d'aller vers les évidences premières parce qu'on s'en méfie toujours, mais elles sont néanmoins intéressantes, et puis elles ne sont pas forcément faciles à voir. Mais la première évidence d'un arbre, contre peut-être certaines illusions, c'est d'être tout en surface. Une feuille, c'est de la surface, mais un tronc aussi, dans sa partie vivante, c'est un anneau périphérique hein, entre le bois et l'écorce. Enfin, je simplifie un peu, mais c'est cela. Et c'est aussi de la surface. Et la surface, c'est de l'interface, et donc de l'échange. C'est une manière d'être ouvert au monde. Et ce qu'il y a de formidablement intéressant, me semble-t-il en tout cas, et heureusement que je ne suis pas le seul à le considérer, c'est cette manière d'être ouvert au monde et de pouvoir non seulement puiser la lumière et même en tirer sa substance, hein, avec du gaz carbonique et de l'eau, ça c'est la photosynthèse, mais aussi nouer, et ça c'est déjà extraordinaire, mais aussi nouer des partenariats avec l'ensemble du vivant, puisque l'arbre est la figure du vivant qui noue le plus de partenariats avec les autres formes du vivant, depuis les petites bactéries jusqu'aux primates. Voilà, on peut y revenir, qui lui offre un service, puisqu'en consommant ses semences, en se promenant puis en allant déféquer quelques centaines de mètres plus loin, vont contribuer à disperser ces semences. Voilà. Donc l'arbre, comme il est immobile, il est un peu limité de ce point de vue-là. Enfin, je préfère dire ancré au sol que immobile. Son parcours évolutif a été suffisamment créatif pour que finalement il tire parti des dispositions, des fonctions dont il ne dispose pas lui-même. Et puis ce qui est intéressant aussi, alors il y a plein de choses intéressantes, c'est sa propre constitution, dans la mesure où Goethe lui-même évoquait une fédération de bourgeons, non pas un individu, mais une entité à la fois singulière et plurielle. Singulière parce qu'il y a bien une entité. Quand on regarde un arbre, c'est un arbre, mais c'est un arbre qui est composé d'une multitude de bourgeons qui peuvent très bien eux-mêmes être considérés comme des individus. Et ce qui est merveilleux chez l'arbre, c'est que cette fédération, cette composition de bourgeons et de feuilles, elle est extraordinairement harmonieuse d'une part, elle est extraordinairement collaborative, et elle fait preuve d'un vivre ensemble parfaitement réussi. Et en plus, elle témoigne manifestement, si on veut à tout prix voir une intelligence dans l'arbre, c'est là qu'il faut la voir, non pas de manière centralisée, il n'y a pas de cerveau dans un arbre, mais si on peut envisager qu'il y ait une intelligence, alors il s'agit d'une intelligence distribuée, et distribuée
au sein des feuilles, comme elle peut être distribuée dans un banc de poissons, dans un vol des tourneaux. Voilà, ça fait partie des singularités, des manières d'être au monde qui réussissent même formidablement bien, puisque nous sommes 7,5 milliards. Si je suis, comme ça change tous les jours, mais enfin, je ne crois pas que ce soit très loin de là. Nous, êtres humains, les arbres, ils sont 3 000 milliards, et surtout, ils se sont beaucoup plus affranchis du milieu océanique dont la vie est originaire que nous-mêmes. Nous avons gardé une part océane dans laquelle flottent nos organes. Cette part océane, ce sont notre système lymphatique, notre système sanguin. Et l'arbre, lui, il s'est affranchi de ça. Et nous, comme l'illustrent ces organes, nous sommes, dans notre développement embryonnaire, retournés sur nous-mêmes. Nous ne nous déployons pas, nous sommes finis, nous sommes délimités. L'arbre, au contraire, il n'est jamais arrêté. Alors, c'est Théophraste, un contemporain philosophe d'Aristote, qui disait « l'arbre n'a pas d'idée arrêtée ». Et il ne cesse de se déployer. Donc, c'est intéressant, encore une fois, de voir comment la plus grande figure du vivant, donc qui ne cesse de nouer des partenariats, qui interagit, qui est fondamentale, quand je dis qui interagit avec les autres êtres vivants, mais qui fabrique le sol. Le sol, c'est pas rien, c'est quand même un produit du végétal, hein, pas uniquement de l'arbre. L'arbre interagit avec les nuages. On sait aujourd'hui qu'il est capable de faire tomber la pluie, qu'il régule la température, qu'il a un effet isothermique, d'autant plus d'ailleurs que la chaleur s'élève. Donc tout cela est vraiment intéressant de voir à la fois combien l'arbre réussit formidablement et quelles sont ses singularités finalement qui sans doute font qu'il a aussi bien réussi. Et puis le troisième point, donc, c'est effectivement la question du sensible qui, moi, m'intéresse, d'autant plus que c'est vraiment la part pauvre de notre domaine de connaissance, de notre manière d'être. Elle est vraiment reléguée au dernier plan. Ça remonte déjà à plusieurs siècles avant Jésus-Christ, hein, même avant Platon. Et ça a été toujours pensé comme un obstacle possible pour découvrir la réalité. Et le monde des idées, du coup, a vite pris le dessus et a été magnifié. Donc la raison a été magnifiée au détriment du sensible, qui pourtant est en amont de toute chose. On n'est pas obligé de revenir jusqu'à Merleau-Ponty, qui est un philosophe qui a travaillé beaucoup là-dessus et qui montre, et ça c'est largement confirmé aujourd'hui, et puis il suffit de nous observer même maintenant, qui montre que tout part de nos perceptions, de nos capacités sensorielles. Nous nous écoutons, nous nous regardons, et c'est ensuite que le cerveau prend le relais, essaie d'organiser tout cela. Et l'ensemble du vivant lui-même, alors en écologie on parle d'interaction, on est déjà dans un langage mécaniste. En réalité, les relations sont d'abord sensibles et elles vont de l'avant. Et c'est ça qu'on est un peu en train de découvrir également dans l'ensemble du monde vivant et notamment dans le monde végétal, c'est que le sensible est actif. Pendant longtemps, on a cru que le sensible était passif, qu'on était des chiffres molles quand on était sensible. Et là, à la limite, on pouvait être sensible si on était des artistes, hein, mais c'est tout. C'était le seul droit qui nous était laissé. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la sensibilité va de l'avant. Et ça c'est tout à fait conforme avec l'étymologie du mot, puisque ça dérive d'un terme indo-européen sent, S-E-N-T, qui signifie précisément aller de l'avant. Et dans le domaine du végétal, alors jusque dans les années 70, on parlait d'irritabilité, c'est-à-dire qu'on pensait la plante comme à la manière de l'animal machine qui finalement répond à des stimuli, qui va vers la lumière parce que elle ne sait faire que cela et elle répond sans cesse. Mais en réalité, là, il y a vraiment un renversement de posture qui est formidablement intéressant, c'est que du coup, qui est sensible est sujet. Et l'ensemble du monde vivant, étant sensible, devient sujet. Donc,
reléguer le sensible à la dernière place, c'est vraiment se méprendre et faire fausse route. Et c'est vraiment dommage. Et d'autant plus que de toute façon, ça ne tient plus parce que les sciences de la cognition les plus récentes ou les plus avancées nous révèlent que notre cognition est incarnée. Elle est bien liée à notre corps, c'est indissociable. Euh, et c'est tout cela qui est en train de se mettre en route, cette reconnaissance du sensible, alors qu'il ne s'agit pas d'opposer à la raison, mais d'envisager comme même pas une complémentarité, mais une continuité où il s'agirait de reconnaître que la raison et le sensible procèdent finalement d'une même nature, de quelque chose qui, si on est vraiment sincère, reste indissociable. Voilà. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le temps, j'espère que je suis resté dans le temps qui m'a été imparti. Mais l'idée, j'en reviens à ce que je disais au début, quoi. L'idée, c'est bien de cesser de nous voir dans des miroirs déformants et accepter notre condition de primate qui est vraiment fondamentale. Je veux dire, si on refuse cela, on marche à côté de nos pas, quoi, d'une certaine manière. Reconnaître l'altérité de ce que représente l'arbre, et puis reconnaître la primauté du sensible. Là, je reprends un terme d'un ouvrage de Merleau-Ponty. C'était la primauté de la perception, mais c'est tout de même la même chose dont il s'agit. Voilà, bon, je pense qu'on poursuivra les échanges dans ce domaine. Merci. Merci Jacques, c'était parfait en termes de temps, il reste. Donc, merci pour ce rapport au sensible qui nous rend, ce rapport au sensible actif et qui nous rend sujet et qui est une façon de rentrer en connexion effectivement avec l'ensemble du vivant dont nous faisons partie. Nous allons enchaîner avec Alexandre. Alexandre, donc fondateur de la fabrique Spinoza, comme je le disais, va nous décrire plutôt les bienfaits en fait de cette nature à travers une étude qui a été menée par la fabrique Spinoza, une étude menée dernièrement et produite dernièrement. Voilà. Donc on a en quelque sorte une primeur. Merci beaucoup Elodie, merci Jacques. Je me sens très connecté aux arbres et à ton propos. Notre étude s'appelle Nature, santé et engagement vers une nouvelle approche de la transition, de la transformation écologique. Et justement, elle postule qu'il y a un chemin d'engagement écologique qui s'appuie sur le sensible, sur les émotions. D'où partons-nous? Eh bien, du fait que l'approche écologique dominante est anxiogène, elle est alarmiste, catastrophiste. Et d'après un sondage qu'on a mené avec l'Institut Think, eh bien, 47% des Français disent qu'elle les décourage de passer à l'action. 47%, c'est un Français sur deux. D'après Jean-Louis Prata à l'Institut de neurocognitivisme, eh bien, cette angoisse, cette éco-anxiété fait qu'on peut se retrouver dans un état de résignation apprise, d'acceptation immobile dans un des états d'urgence, la prostration, la fuite, de telle sorte que finalement ce discours nous invitant à l'action de manière urgente finit par nous paralyser. Alors, l'approche de la fabrique Spinoza dans cette étude est de dire et si nous inversions l'approche en nous disant que finalement nous sommes dans une situation, comme dit l'écologue Pyle, d'amnésie environnementale ou d'extinction d'expérience du vivant. Et dans ce sondage de l'Institut Think, eh bien 41% des Français disent avoir oublié ce que c'était qu'une véritable expérience de nature. Alors, ils mettent ce qu'ils veulent derrière, être immergé dans une forêt, être à observer un glacier, avoir ressenti une connexion, que sais-je. Toujours est-il que dans cette situation, il est bon de se réapproprier les bienfaits. Et Jacques, merci, tu l'as fait d'une manière qui m'a inspiré, qui m'a donné de l'énergie. Dans notre étude, et je suis dans la cantophrénie là, justement, en citant beaucoup de chiffres, mais dans notre étude, on a 738 notes de bas de page pour remettre un nom, des chiffres sur ces incroyables bienfaits qui sont sur la santé physique, sur la santé émotionnelle du vivant, sur la santé cognitive. Pour en donner quelques-uns, eh bien, avoir 10 arbres par pâté de maison
augmenterait, d'après une étude, eh bien, de 7 à 8 ans, l'espérance de vie en bonne santé. Et on parle d'études qui sont macro. Il y en a une autre de l'Lancet en 2017 qui, sur 11 ans, a suivi 1 million de personnes et rapporte qu'avoir une présence de végétal diminue de 8 auprès de soi, à proximité, diminue de 8 à 12% le taux de mortalité, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, le diabète, les maladies ischémiques. Enfin, c'est phénoménal, hein, les bienfaits de la nature. Ça répond à des besoins, ça nous fait basculer dans le système neurosympathique, ça nous apaise. Quand les gens en parlent, ils utilisent des mots tour à tour comme apaisement, connexion, sérénité, joie, exaltation, immersion, conscience, plénitude. L'éventail des bienfaits du vivant est incroyable, y compris pour nos enfants, qui seraient, lorsqu'ils sont éduqués au plus près, élevés au plus près de la nature, moins myopes, ont une meilleure coordination psychomotricielle, ont une cohésion plus forte avec leurs camarades. On observe moins de délinquance ultérieure du fait d'avoir été élevés près du vivant. Et on voit même que des gens qui trouvent une connexion à la nature sont à 75% d'entre eux à se dire plus engagés que les autres. Ils trouvent plus de sens à leur existence lorsqu'ils ont une identité écologique. In fine, il y a 2 tiers des Français qui reconnaissent, d'après ce sondage, avoir des vrais bienfaits profonds au contact de la nature. Alors, quand on voit l'ampleur de ces bienfaits, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Comment le mettre en œuvre? Eh bien, pour nous, ça dessine rien moins qu'un chemin d'engagement. On est éco-anxieux. 93% des jeunes disent être dans une situation d'éco-anxiété. Et d'une part, on a des solutions environnementales, on a le biomimétisme, on a des solutions qui sont biosourcées. Et d'autre part, on a une gamme incroyable de bienfaits de la nature qui peut nous apaiser. Encore plus intéressant, une fois qu'on a réalisé ces bienfaits, on s'aperçoit que ça peut nous donner envie de nous engager. Et moi, j'aime bien une phrase choc qui dit « La nature, le vivant, peut-être qu'il ne faut pas le préserver, mais il faut l'aimer. » Au moment où je dis ça, j'entends mon fils qui est un beau petit spécimen du vivant qui est en train de crier dans la pièce d'à côté. Donc, le vivant, il faut d'abord l'aimer. Et parce qu'on l'aime, eh bien, on a envie de le protéger. Mais c'est dans ce sens-là. Et ça dessine un vrai chemin écologique. Et ça peut même créer une identité écologique qui, tout d'un coup, est positive, qui n'est pas souffrentielle, qui n'est pas sacrificielle, mais qui se dit, parce que je retouche le vivant, alors j'ai envie de l'aider, de le connecter. Et alors, vous me direz, c'est sympathique ça, mais est-ce que ça change vraiment les choses? Eh bien, notre étude suggère que oui. Elle suggère que oui, parce qu'une certaine qualité de relation au vivant a même de transformer notre relation à la nature. Et il y a une certaine expérience qui s'appelle la AWE, l'émerveillement, c'est un mot que tu as utilisé, Jacques, l'admiration, la fascination. Quelqu'un pose une question, où peut-on découvrir votre étude? En libre accès sur le site de la Fabrique Spinoza. Dans cette expérience de haut, lorsqu'on est face à des paysages qui nous entourent, lorsqu'on a réussi à débrancher son téléphone, lorsqu'on a réussi à s'apaiser un tout petit peu, lorsque peut-être on est mindful, eh bien, dans ces moments-là, on s'aperçoit que les gens déclarent avoir une diminution de leurs sentiments d'eux-mêmes, de leurs préoccupations d'eux-mêmes. Et si on leur demande de dessiner sur une feuille, on a mis un soleil d'une certaine taille, de dessiner leur propre personne via un petit bonhomme, on s'aperçoit qu'après avoir vécu une expérience de haut, alors la taille de ce petit bonhomme qui les représente est moindre. En d'autres termes, on comprend notre place dans le monde, que nous sommes infiniment géniaux, prométhéens, puissants, anthropocentrés, mais qu'en même temps, nous sommes petits, partie d'un tout. Et ce changement de représentation du monde se traduit par des comportements qui sont plus pro-environnementaux et qui sont plus pro-sociaux, généreux vis-à-vis de nos congénères. Et là, on en arrive à redessiner un autre chemin écologique qui d'un côté, comprend l'urgence, mais d'autre côté, a une véritable envie, un changement de représentation du monde, une identité écologique positive et donc un engagement plus fort. Alors concrètement, comment le faire? Eh bien, pour le faire, se dire que dans notre étude, on examine différents champs
qu'on peut imaginer une ville qui est renaturée, qu'on peut, dans des pays inspirants comme le Pakistan, d'une manière un peu surprenante par rapport à l'image que l'on a des pays émergents ou en voie de développement, eh bien, décide de planter 10 milliards d'arbres. On peut être inspiré par des bâtiments à biodiversité positive et donc imaginer une nouvelle forme de logement. On peut imaginer faire école dehors comme un mouvement qui est en train de se lancer pour reconnecter nos enfants. Et pour rappel, il y a des pays comme les Danemark qui chaque fois nous donnent une petite claque gentille parce qu'ils font, non pas que ce soit des modèles pour tout, mais quand même parfois nous étonnent, dans lesquels le mouvement des écoles dehors voit les enfants faire cours à l'intérieur uniquement 5 jours par an. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. On peut s'inspirer d'ARP Astrans qui parle de design biophilique par lequel eh bien, l'environnement de travail est réimaginé en imitant ou en se réimmergeant dans le vivant. On peut être inspiré par les gens qui, dans leur loisir, leur consommation, se disent que la consommation de nature ou la consommation expérientielle est plus forte et plus hédonique que celle qui est matérielle. On peut enfin se dire que l'alimentation, eh bien, l'alimentation, elle aussi, peut être réinventée et que dans nos villes, comme la métropole de Nantes, l'agriculture urbaine peut trouver une vraie place. Je conclurai en disant que finalement, eh bien, que faire? Penser comme un arbre, c'est s'inspirer de la nature, c'est la retoucher, c'est la reconnecter et ainsi proche d'elle, eh bien, se dire qu'elle nous offre un chemin d'amour pour elle et donc d'action, d'engagement et de solution en sa faveur. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire et ça ne colle pas du tout avec la montée en émotion que je voulais faire, mais je voudrais quand même remercier nos partenaires qui nous ont permis de faire ça. Et je voudrais remercier Veolia, je voudrais remercier Nestlé Céréales, Bouygues Immobilier, ARP Astrans, la métropole de Nantes et l'Office français de la biodiversité. Et grâce à ces partenaires, j'ai pu moi-même faire un chemin. Et étant un garçon favorisé, privilégié, mais du béton, j'ai pu me rapprocher de la nature. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape dans ma vie. Sans faire un coming out écologique, je me sens proche de la nature et j'ai envie d'agir. Et je pense que ça peut être inspirant pour un ensemble de champs, de citoyens, d'acteurs et d'institutions. Je vous remercie et je te redonne la parole, Élodie. Merci Alexandre donc, pour cette intervention qui cherche à nous sortir de l'éco-anxiété pour nous amener vers l'éco-harmonie et aussi nous amener à reprendre notre place pleinement dans cette nature dont on fait complètement partie, en fait, donc partie intégrante. Voilà. Et je vais passer la parole à Elisabeth. Donc, c'est son tour. Elisabeth, fondatrice d'Utopie, donc voilà, qui va nous expliquer le lien qu'elle fait avec des expériences qu'elle a pu voir autour d'elle. Oui, merci beaucoup. Alors, merci de m'avoir invitée déjà. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie parce que du coup, ça m'a permis de découvrir le livre de Jacques. Donc, d'ores et déjà, hier soir, en le lisant, je me disais qu'est-ce que c'est cool qu'il m'ait invitée. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais partager avec vous, parce que moi, mon métier, c'est d'aider les entreprises à se transformer ou de les inciter à le faire et à le faire peut-être plus radicalement qu'elles ne le font spontanément. Et avec l'idée qu'il faut qu'elles se transforment. L'économie doit se transformer pour transformer le monde en fait et la société. Et je voudrais vous parler de en quoi l'arbre peut être une figure d'inspiration intéressante pour réinventer positivement justement l'économie et l'entreprise par la RSE, le développement durable, et in fine pour mieux respecter et protéger les arbres, la nature, etc. Donc j'ai totalement arbitrairement choisi 4 cas où les entreprises, les activités humaines, l'économie peuvent utiliser l'arbre comme figure d'inspiration. Le premier cas, Alexandre en a parlé, c'est l'arbre comme modèle pour repenser l'innovation et les produits. J'ai la chance de bien connaître Janine Bénus, qui est la théoricienne initiale du biomimétisme. Et je me souviens, un des trucs les plus frappants que Janine m'a dit dans une conversation, c'était, en fait, tu vois, le biomimétisme, ça consiste fondamentalement à ne pas regarder la nature comme un fournisseur, mais comme un professeur. Et elle prend souvent l'exemple de l'arbre en disant, et à ne pas regarder un arbre comme un tonnage de planches, de cure-dents ou de poutres, mais à le regarder pour ce qu'il peut nous apprendre. Et en disant, du coup, évidemment, ça change le regard, ça vous pousse d'ailleurs plus à la contemplation qu'à une espèce d'action un peu frénétique. Et le biomimétisme, c'est ça, c'est cette idée
que l'arbre peut nous inspirer à repenser la façon dont on conçoit des produits et l'idée que la prochaine révolution industrielle sera fondée non pas sur ce qu'on extrait de la nature, mais sur ce qu'on apprend de la nature. Et donc, on peut étudier les modèles naturels, mais notamment celui de l'arbre, et s'en inspirer pour imaginer des produits nouveaux, plus économes en ressources naturelles, plus respectueux de leur environnement. Voilà, puisque par définition, la nature n'utilise pas de pétrole, ne génère pas la crise climatique, et donc et ne génère pas de déchets qui ne soient pas des ressources ailleurs. En tout cas, quand un écosystème fait ça, il ne survit pas très longtemps. Donc, c'est intéressant comme enseignement. Et tous les organismes vivants savent répondre à leurs besoins en respectant les limites de la planète, ce que nous, finalement, on est peut-être la seule espèce à ne pas savoir faire ça, notamment depuis la première révolution industrielle. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment l'idée du biomimétisme dans la conception des produits, etc. C'est concevoir n'importe quel produit comme la nature l'aurait conçu, en fait, comme elle a conçu l'arbre notamment. Le deuxième exemple que j'aime bien, alors nous, on utilise beaucoup ça en ce moment chez Utopie, c'est l'arbre comme modèle pour repenser le développement économique sur les territoires, et notamment l'arbre et la forêt. On fait pas mal de travaux en cours, dont certains qu'on a présentés ce matin d'ailleurs, dans une grosse conférence, sur la notion de diversité économique sur un territoire, avec l'idée que cette diversité économique est tout aussi nécessaire et précieuse que la biodiversité pour favoriser la résilience. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu pendant la crise, si pour des raisons de crise climatique, de crise sanitaire, de crise économique, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont rompues, alors on vient à manquer potentiellement de toute une série de choses. On m'a raconté l'autre jour que dans la crise de 2008, il y avait un fabricant chinois de pédales de freins automobiles qui ne pouvait plus produire, et ça a quasiment stoppé toute l'industrie automobile en Europe. Et donc, la diversité économique locale, ça crée des alternatives quand il y a des alternatives locales pour les entreprises, quand il y a des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Et d'ailleurs, nous, dans l'étude qu'on a faite, dont je pourrais vous mettre le lien tout à l'heure quand j'arrêterai de parler, si mon client l'a déjà mise en ligne, on parle d'ailleurs de forêt productive, avec l'idée qu'il faut cultiver et encourager et développer en fait la diversité économique sur un territoire. Voilà. Pourquoi ? Parce que on sait que un tiers des richesses, des écarts de richesse entre les territoires sont liés à ce qu'on appelle l'effet multiplicateur, qui dépend à 70% en gros de la diversité économique. L'effet multiplicateur, c'est quoi ? C'est ce qu'essaient de faire les monnaies locales de manière un peu fictive, c'est-à-dire si vous dépensez 1 euro sur un territoire, il peut créer 3, 4, 5, 6, 7 euros et plein d'emplois locaux. Et pour qu'il fasse ça, il faut un peu comme un flipper. Moi, j'aime bien cette analogie parce que dans un flipper, pour ceux qui jouent au flipper, vous pouvez avoir des extra balls, donc vous pouvez avoir une bille et en gagner plein d'autres, et gagner plein de points. Et votre capacité à gagner des points dépend du fait que la balle puisse rebondir sur plein de modules différents, des bumpers, etc. Et ben, l'économie, c'est pareil. L'euro que vous injectez, qu'une entreprise injecte, qu'un plan de relance injecte sur un territoire ou dans une économie locale, il peut rebondir, mais il peut rebondir que s'il y a plein d'espèces différentes sur lesquelles rebondir. Donc ça, c'est hyper important. Il faut savoir que l'effet multiplicateur sur nos territoires a été divisé par 2 depuis les années 50. Et il est principalement lié à la diversité économique. Donc si on redéveloppe la diversité économique, un peu comme dans une forêt, il y a plein d'espèces, eh ben, ça a aussi d'ailleurs un effet sur le climat, puisque plus il y a d'alternatives locales, moins j'ai besoin d'importer de loin des produits dont j'aurais besoin, ma pédale de frein chinoise. Et évidemment, ça a un énorme impact en termes de résilience, puisqu'on gagne en agilité face à la volatilité économique qui est croissante et au risque de crise, de rupture, etc. Plus on a une économie diversifiée, c'est exactement comme dans une forêt, plus on a d'options locales pour l'entreprise. Et sans diversité économique, à l'inverse, la prospérité d'un territoire est considérablement amoindrie. Aujourd'hui, je vais juste finir là-dessus sur la prospérité des territoires, mais quand une grosse partie des flux que les développeurs économiques s'échinent à attirer sur un territoire, faire venir des touristes, bon en ce moment c'est mort, mais enfin ça va venir, faire venir des touristes, faire venir des habitants, faire venir des sièges sociaux, si l'économie locale est insuffisamment diversifiée, alors une grande partie de la richesse que vous essayez d'attirer sur le territoire ressort immédiatement. Parce que dès que ces touristes, ces entreprises, ces sièges sociaux vont vouloir acheter des choses, en fait, il n'y a pas d'option sur le territoire et ils vont d'une certaine façon importer, consommer des choses qui viennent d'ailleurs. Et donc, vous avez, c'est hallucinant, on a fait une étude pour la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
On essaie énormément d'attirer les touristes. 72% de la richesse qui est liée à l'entrée des flux touristiques et 65% des emplois ressortent du territoire, c'est-à-dire sont créés ailleurs. Donc, on voit bien qu'on a en quelque sorte un seau percé. On a le seau dans lequel on essaie de faire rentrer beaucoup de richesses, mais si on n'a pas cette diversité économique à l'image d'une forêt, eh ben, le système n'est pas résilient et la richesse ressort. Donc ça, c'est un autre modèle de l'arbre. Et d'ailleurs, dans la façon dont nous, on mesure la diversité économique sur un territoire, on s'inspire de l'indice de Shannon, qui est la façon dont on mesure la biodiversité, par exemple, dans une forêt. Mes deux autres derniers exemples qui vont être très rapides. L'arbre pour repenser les bâtiments et les villes. Il y a une thèse, un architecte que j'adore, qu'on avait fait venir nous en France il y a peut-être 30 ans maintenant, qui s'appelle Bill McDonough, qui est un architecte américain, qui dit, très visionnaire sur les sujets d'architecture écologique, qui dit qu'il faut construire un bâtiment comme un arbre. Et un bâtiment doit agir comme un arbre sur son territoire. Et ça change tout au métier d'architecte, c'est-à-dire pour construire des bâtiments qui finalement apportent à leur environnement, humain, naturel, humain, social, plus qu'ils ne lui prennent, et qui agissent comme un arbre qui nous rend plein de services, stocke le carbone, renouvelle les nutriments, purifie l'eau, stocke l'eau, purifie l'eau, fournit de l'habitat, de l'ombre, nourrit le sol, etc., etc. Et mon dernier exemple, et j'arrêterai là-dessus, c'est l'arbre pour réinventer la production. Il y a un projet actuellement hyper intéressant qui est mené par le leader mondial des dalles de moquette de bureau Interface, mais qui est surtout un leader de l'écologie industrielle, qui a beaucoup travaillé avec Janine Benyus d'ailleurs et avec Bill McDonough, qui a un projet actuellement que j'adore, je trouve hyper poétique, qui s'appelle Factory as a Forest et qui vise à repenser les systèmes industriels, au fond, pour qu'ils fonctionnent comme une forêt. Et en allant plus loin, c'est-à-dire qu'une usine qui est implantée sur un territoire, ils vont regarder quelle est la performance sur la base d'indicateurs de biodiversité, justement, de stockage de carbone, etc., de la forêt la plus proche. Et ils vont essayer de recalculer ces mêmes indicateurs sur leur site industriel en disant l'objectif, c'est que le site industriel ait quasiment la même performance qu'une forêt locale sur ces indicateurs. Donc, c'est basé sur l'idée que la nature, l'arbre, la forêt en l'occurrence, est un modèle incroyable pour à la fois le développement durable et la productivité, d'ailleurs, en disant si on arrivait à s'aligner là-dessus, on aurait probablement les systèmes les plus écologiques et les plus productifs possibles. Et puis évidemment, la deuxième, c'est toute la réflexion émergente sur l'impact positif des entreprises en disant la RSE, historiquement, c'était juste continuer à faire la même chose mais en étant moins mauvais, en réduisant les impacts négatifs. Et si demain, on concevait les systèmes industriels, les entreprises, etc., autour de l'idée que comme un arbre, elles peuvent apporter à nouveau à leur environnement plus qu'ils ou elles ne leur prennent. Et j'arrête. Merci Elisabeth. Donc, oui, je sentais une lancée. Moi, j'étais prête à écouter encore. Ah ben moi aussi, j'étais prête à parler encore, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut s'inspirer de l'arbre qui sait se taire. Et qui sait être immobile tout en étant très vivant. Moi, je dis ça parce que je n'arrête pas de bouger sur mon siège, donc j'essaie d'être un peu plus. Non, mais on m'avait mis 10 minutes, donc j'ai gardé l'heure sur ma montre. C'est parfait. Merci beaucoup pour tous les exemples qui ont été donnés sur cette nature qui peut être modélisante. Et c'est intéressant, en fait, d'avoir des modèles comme ça, pour le coup, et de ne pas être juste sur du curatif et d'être vraiment dans la conception, l'imagination, en prenant appui sur cette nature. Donc, merci pour ça. On va enchaîner avec Eric. Donc, Eric Duverger, fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Et donc, il va nous expliquer comment il voit en fait la symbiose dans ses collaborations. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Élodie. Merci pour l'invitation. J'ai beaucoup de chance de passer après Elisabeth parce qu'effectivement, je vais essayer de donner quelques exemples sur finalement penser comme un arbre, mais au-delà, penser comme une forêt. C'est pour ça que je voulais parler de la symbiose. L'idée de la Convention des entreprises pour le climat, c'est tout ce que vous avez dit jusqu'à présent et d'essayer d'aller plus vite. Moi, personnellement, je suis habité par un sentiment d'urgence et tout ce qu'on se dit là, on veut le faire émerger et on veut que ça devienne la nouvelle normalité. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans un grand groupe, un manufacturier de pneumatiques et l'été dernier, au moment de voir la conclusion de la Convention citoyenne pour le climat, je me suis dit que les entreprises devaient élever leur niveau de jeu.
Et d'où l'idée de faire une convention des entreprises pour le climat. Et finalement, je rejoins ce que disait Elisabeth, l'idée, c'est de monter des curseurs pour ne pas se contenter d'une RSE classique, mais vraiment pour parler d'une réinvention, notamment des business models. Et puis, l'autre idée de la convention, c'est de monter le curseur au niveau de l'implication du top management, puisque dans beaucoup de groupes, en fait, la RSE est une fonction à part entière. L'idée de la convention, c'est de mettre les dirigeants d'entreprise au cœur du dispositif. Alors, en fait, on est sur un dispositif de 150 dirigeants d'entreprise, toute géographie du territoire français, toute taille d'entreprise, qui vont travailler ensemble comme les citoyens pendant 6 mois, si c'est son travail de 2 jours. Donc, on demande à des dirigeants de consacrer 12 jours de leur emploi du temps pour essayer de réinventer leur business model et de prendre soin de la planète. Donc, c'est un engagement très fort. On a la chance d'avoir déjà recruté 90 dirigeants, dont certains sont bien connus du côté de Grenoble, comme Antoine Raymond, Sébastien Petzel, aussi Loïc Roche, qui représente l'école de management de Grenoble, et puis Vincent Wauters de groupe Rossignol, qui a aussi beaucoup d'enjeux de réinvention. Donc voilà, on est sur cette idée de la forêt, de l'intelligence collective, et d'essayer de définir finalement 2 grands axes, des feuilles de route pour ces entreprises, des feuilles de route augmentées de réinvention, et puis une plateforme de proposition à l'intention des décideurs politiques pour essayer d'aller plus vite ensemble, toujours habité par ce sentiment d'urgence. Alors, dans notre équipe, on essaie de basculer le champ lexical. Alors, moi, je vous propose 3 bascules dans ce qu'on a appris anciennement dans les écoles de commerce, la part de marché. Je vous propose le mot complémentarité. On a beaucoup parlé de croissance. Je vous propose le mot résilience. Et on a beaucoup parlé de compétition. Et je vous propose le mot de symbiose. Alors, je vais donner un exemple concret de ce que peut être la symbiose. C'est plutôt un rêve à ce stade, puisque la convention va démarrer en septembre. Je vais prendre un exemple d'un grand groupe dans le tourisme qui s'appelle le Pierre et Vacances Center Parks, puisqu'on a eu hier l'engagement de Franck Gervais, qui est le directeur général, pour participer à la convention. Et Franck a défini un grand plan de transformation de son entreprise qui s'appelle Réinvention. Et donc, on parle vraiment de nouvelles offres, de nouveaux business models et une nouvelle approche pour l'entreprise. Finalement, un nouveau tourisme. Il aura à ses côtés, dans la convention, il pourra travailler avec une jeune entrepreneuse, une start-upeuse qui s'appelle Ariane Delmas et qui, elle, a fondé les Marmites Volantes, si vous connaissez. C'est une nouvelle manière de livrer à domicile des repas qui ont été faits avec des ingrédients différents, qui vont se livrer d'une manière différente, avec aussi des emplois qui vont être proposés et en circuit court pour livrer à domicile quelque chose de différent. Imaginons maintenant une symbiose entre ces 2 entreprises, un grand groupe, une petite entreprise, qui vont travailler ensemble pour proposer une autre nourriture à tous les clients qui vont dans les center parks. On parle de centaines de milliers de clients tous les ans. Imaginons aussi de l'énergie, un approvisionnement d'énergie qui viendrait en circuit court aussi en local. Donc, on vient sur cette idée de territoire qu'Elisabeth mentionnait. Imaginons aussi une nouvelle manière de se rendre sur ces lieux, un covoiturage pour se rendre sur les lieux et de rénover les bâtiments différemment. Finalement, imaginons une complémentarité entre les parties prenantes sur le territoire pour réinventer ce nouveau tourisme. On peut aussi imaginer d'aller encore plus loin, puisque là, on parle de vacances familiales. Pourquoi pas proposer des activités en famille, d'agro-agriculture, de permaculture, pour se recréer du lien dans la biodiversité autour de ces center parks. Donc voilà, c'est cette imagination qu'on veut faire advenir dans la convention. J'ai pris juste un exemple. Il y aura 150 entreprises, 150 histoires différentes. Et voilà, moi j'avais 2 derniers messages. On a eu la chance de passer un moment avec Antoine Raymond pour partager en fait cette vision et son engagement dans la convention. Et il disait finalement, quand on donne du sens aux employés, on donne du sens pour l'entreprise, l'engagement des employés est décuplé. C'est là sans doute que se trouve la clé pour toutes ces entreprises. Et donc, effectivement, je dirais pour Jacques, penser comme un arbre, c'est bien, mais essayons de penser comme une forêt. Merci Eric. Merci pour ce vocabulaire que tu nous proposes, parce que c'est vrai que c'est aussi de redéfinir un langage, de redéfinir un récit autour de l'écologie
et de ne plus être forcément, comme ce qui a été dit, sur les chiffres. Et c'est vrai que les mots complémentarité, symbiose, résilience sont des mots qui ont un fort impact, comme on parlait de mesure d'impact. Et pour faire le lien avec un lien qu'Agnès a noté, en fait, vous avez Agnès Mirpoul qui a noté un lien dans le chat, donc vous pouvez vous y référer. Et nous allons passer donc autour de David. Je trouve que ça file à une vitesse folle. Donc autour de David, qui lui va traiter la question de l'adaptation. Et cette question de l'adaptation, donc il va aussi en parler à travers sa fonction de responsable du pôle climat et océan des entreprises pour l'environnement. Voilà. Merci beaucoup, Élodie. Donc, effectivement, peut-être un mot sur mon travail et celui d'EPE pour bien contextualiser. Donc, EPE, c'est une association d'entreprises qui a la particularité de travailler uniquement sur les sujets environnementaux et les sujets en particulier émergents. Donc, ceux qui vont se retrouver, je dirais, au cœur des problématiques d'entreprise dans les prochaines années. Donc, on fait ça en animant et en alimentant une réflexion collective dans le but que les entreprises puissent piocher dans cette matière pour forger des convictions pour elles-mêmes construire leur stratégie, je dirais, non pas uniquement environnement, mais justement mettre de l'environnement dans leur stratégie d'entreprise. Donc, en particulier, ça nous amène à conduire cette transformation écologique avec eux. En particulier, je pense à un gros travail qu'on avait publié il y a quelques temps qui s'appelait le ZEN 2050, donc ce qui est un petit peu adapté aujourd'hui. Donc, le ZEN pour zéro émission nette, c'est-à-dire une transformation vers une société bas carbone. Donc, pour ce qui est de la séquence d'aujourd'hui, donc merci beaucoup d'avoir proposé ce titre tout à fait inspirant, penser comme un arbre, pour quelqu'un comme moi qui est peut-être trop cartésien. Jacques m'a posé un petit peu un défi, donc j'attends avec impatience ses commentaires. Donc je vais essayer de me désengager un peu de ce carcan. Et effectivement, le point de départ, j'ai essayé de tirer un petit peu des leçons et des pistes d'action pour la transformation écologique en se basant sur les arbres. Et puis c'est effectivement un exercice intéressant, puisque eux, ils sont là depuis des millions d'années, bien avant nous. Ils ont eu du succès. Et nous, on est là depuis beaucoup moins longtemps, et on se rend compte qu'on n'a pas forcément été on n'a pas eu beaucoup de réussite dans ce qu'on a fait quand on voit la situation actuelle. Donc, ça nous pose effectivement la question d'évolution. Et du coup, j'ai un peu repensé au darwinisme, à l'évolution, et qu'est-ce qui fait que les arbres aujourd'hui ont fonctionné peut-être mieux que nous. Ce que je retiens vraiment des notions d'écologie, c'est que le fait que ce sont les plus adaptés qui survivent. Qu'un arbre, il a des stratégies de ne pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier. Il se diversifie. Le procédé naturel d'évolution génétique, c'est aléatoire et une sélection par l'environnement. Donc, il y a vraiment cette capacité de, on multiplie les possibilités de s'adapter à un environnement qui lui-même va être changeant, et du coup, ce seront les plus adaptés qui vont se développer. Et du coup, une fois qu'on a fait ce constat, c'est assez intéressant de faire la comparaison avec notre système économique actuel. Puisque quand on regarde aujourd'hui, tout a été il est pensé pour l'optimisation. Et l'optimisation, c'est quoi? C'est la suppression de tout ce qui va être justement excédentaire, tout ce qui va être un doublon. On pense, si on fait de la logistique, c'est du zéro stock, du flux tendu. Quand on pense à l'économie, dans les premiers cours d'économie, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend les avantages comparatifs. Pareto. Les Anglais, ils vont faire des draps. Les Espagnols, ils vont faire
ils vont faire du vin parce que c'est plus optimisé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la période très récente, il y a eu des expériences, donc le Covid, on l'a bien vu, hein, je pense que tout le monde est très conscient des limites, justement des limites de cette société extrêmement optimisée, qui du coup a du mal à encaisser des chocs. Mais celui qui est encore le plus parlant, et moi qui m'a fait, quand je l'ai vu, ça a été un tilt tout de suite, c'est le cas de l'échouage du navire Evergreen dans le canal de Suez. Et c'est là où on se rend compte voilà, que c'est un grain de sable dans la machinerie et tout de suite des dégâts qui se chiffrent en milliards. Donc ça, c'est deux exemples. Et c'est pareil, le Covid, c'est quelque chose qui était là, un fonctionnement naturel de multiplication de virus qui était là depuis tout le temps. Et on a juste facilité les conditions de transmission à l'homme et ensuite de propagation au sein de l'économie, justement par ce fonctionnement ultra optimisé. Donc, on a eu ces deux exemples récents. Et par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est très vite, on se rend compte, quand on réfléchit comme ça, qu'il y a énormément de vulnérabilités qui existent aujourd'hui. Dans l'actualité, récemment, on a parlé des espionnages sur les câbles sous-marins que les États-Unis ont utilisés pour espionner les conversations de John Market. C'est quoi la relation? La relation est très simple. C'est quand on regarde ces histoires de câbles sous-marins, il y en a extrêmement peu dans le monde. Et on a 90% de nos communications, donc Internet, téléphonique, qui passent par ces câbles-là. Et ces câbles, il y en a quelques dizaines transatlantiques. Donc, il suffit qu'il y ait une avarie technique, on peut se retrouver dans un contexte conflictuel, une destruction de ces câbles, et on se retrouve paralysé. Et on pourrait développer d'autres exemples comme ça. Quand on recommence à regarder comment est-ce qu'on fonctionne, on se rend compte qu'on a énormément de vulnérabilités. Et justement, dans le cadre de la crise Covid, on avait commencé un peu à regarder ce sujet et on a vu réapparaître l'idée d'une certaine redondance, d'une certaine désoptimisation. Là, on peut un peu faire le lien avec ce que disait Elisabeth tout à l'heure sur l'aspect de résilience. C'est qu'en fait, augmenter cette capacité d'adaptation, c'est accepter de ne pas optimiser. Donc, c'est une espèce de perte à court terme, effectivement. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme, je pense, dans la façon forte dont on est vraiment conçu, dont les enseignements sont conçus. Voilà, aujourd'hui, on est à GEM, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce lien avec tout à l'heure comment on enseigne la logistique, comment on enseigne l'économie. Effectivement, ça crée des fragilités. Donc ce point-là, ça me paraît très important, et on pourrait faire le lien aussi, par exemple, un lien évident, c'est celui de la biodiversité, de l'agriculture. On voit aujourd'hui, on a fait de l'hyper-sélection sur les espèces, et on se rend compte évidemment du coup la capacité d'adaptation des espèces est diminuée, que ce soit en termes de nombre de semences, on en a moins, en nombre, donc diversité génétique, ensuite diversité des espèces et même diversité des écosystèmes, et on a du mal à gérer ça. Nos systèmes logistiques, mais également financiers, ont du mal à intégrer la diversité. Et on aime bien tout mettre dans des cases, avoir des super indicateurs. Et du coup, ça gomme cette diversité, ça gomme cette capacité d'adaptation. Et je pense que c'est une très bonne leçon à retenir de l'arbre. Ensuite, mon deuxième point, c'est que je voudrais quand même modérer un petit peu ce que je viens de dire en n'étant pas complètement caricatural, puisqu'il y a des limites à l'adaptation, en particulier aux capacités naturelles d'adaptation. Et on se rend compte que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le changement climatique, où un des impacts sur les écosystèmes, c'est qu'un écosystème, naturellement, du coup, il peut s'adapter, mais aujourd'hui, la remontée des espèces vers le nord, donc c'est du fait du réchauffement, il se trouve qu'elle est moins rapide que le réchauffement lui-même. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve ou les montées en altitude, on se retrouve avec des espèces qui se retrouvent sous pression. Et c'est un peu ce problème d'adaptation qu'aujourd'hui, on a besoin en fait d'une transformation qui est… c'est que ce n'est pas une transformation. L'adaptation, c'est un élastique. On tire et on revient au même endroit. Alors que là, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une transformation, donc un changement de paradigme, mais le point d'arrivée doit être différent du point de départ. Donc, je pense que c'est ça aussi, quand on parle de résilience, je pense que c'est ça la différence entre résilience et adaptation. C'est qu'il y a une notion de transformation dans ce mouvement. Et aujourd'hui, je pense que c'est important, c'est peut-être cette différence entre l'adaptation naturelle de l'arbre et peut-être l'adaptation que nous, en tant qu'humains, on doit faire.
Après, je retombais, je voulais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous vous verrez bien ici. Ça, c'est… Non, vous ne voyez pas. C'est tiré de l'étude annuelle des risques du Forum économique mondial de 2020. Donc, c'est une matrice de risque. Et puis, on voit dans cette matrice de risque, tout en haut, il y a le climat, la biodiversité. Donc, ouais, top, c'est génial, on a tout compris. Et puis, dans un coin, c'est marqué maladie infectieuse. Donc le Covid. Et ça, c'était en janvier 2020. Donc voilà, le Forum économique, c'est censé être les meilleurs sur ce sujet. Et voilà, donc la perception du risque immatériel, eh bien, en tant qu'être humain, on ne le perçoit pas tant qu'il ne s'est pas matérialisé. Et ça, c'est mon deuxième point, voilà, c'est la différence entre le règne animal, le règne végétal, ou même l'humain là-dedans, sa singularité, c'est cette capacité à manier des systèmes complexes et surtout à se projeter. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit faire ce pas qui est d'arriver à se projeter, à prendre en compte des aspects intangibles. Donc, au niveau de l'entreprise, c'est clairement les aspects extra-financiers, dans la gestion du risque, de revoir justement comment est-ce qu'on arrive à se projeter dans des systèmes complexes pour justement intégrer notre environnement, mais de façon projective. Donc voilà les deux points que je voulais partager avec vous, à la fois cette idée de redondance, des optimisations et cet aspect de l'extra tangible et de la gestion prospective. Merci beaucoup, David. C'était très clair et tu as bouclé la boucle en plus en resynthétisant, donc c'est parfait. Je voyais Jacques, on va passer aux questions, mais je voyais Jacques qui hochait de la tête si, j'ai vu. Donc là, c'est des environnements différents par rapport au métier en fait, de chercheur en écologie végétale. C'est par rapport à ce qui a été dit, on s'y retrouve par rapport au discours qu'il y avait auparavant sur l'art. Si j'ai hoché la tête dans ce sens-là, hein, oui, non, jamais. C'est parce que j'étais, disons-le, impressionné par la cohérence entre ce que l'on connaît en écologie et ce que je viens d'entendre sur l'économie. Enfin, c'est pas bidon, quoi. C'est pas, des fois, on entend des discours un peu bisounours, mais là, c'est pas ça. Enfin, là, je suis impressionné quand j'entends dire qu'on intègre l'indice de Shannon, par exemple, dans la diversité des entreprises. Je pensais pas que ça allait jusque-là. Enfin, je prends qu'un exemple. Et puis, toutes les réflexions qui sont proposées sur la résilience, les notions de redondance, sont tout à fait ajustées à ce que l'on connaît en écologie. Donc, pour moi, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, une sensation de grande fraîcheur. Encore une fois, de voir que tout cela n'a vraiment, de mon point de vue, rien de bidon. Et sincèrement, très sincèrement, je ne pensais pas que cette hybridation entre la connaissance du vivant et puis la manière dont on peut penser le monde des entreprises était déjà aussi abouti. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est que, bon, il ne s'agit pas d'imiter non plus, il s'agit de s'inspirer. Donc, ça aussi, c'est intéressant. On n'est pas dans la reproduction, peut-être un peu naïve parfois de ce qu'on observe. Et finalement, on est dans quelque chose, puis après j'arrête parce que je ne vais pas monopoliser, quelque chose qui est très propre au vivant et à nous-mêmes, de nous inspirer et de grandir avec ceux qui nous entourent. Et en disant cela, moi je pense à une pensée de l'anthropologue agronome Georges-André Audricourt, qui, quasiment sur son lit de mort, se demandait si tout ce qu'on savait, on ne l'avait pas déjà appris des autres êtres vivants que l'on n'a jamais cessé de fréquenter. Bon, un berger, il apprend comment composer avec ses moutons en écoutant, d'une certaine manière, les brebis lui apprendre comment faire, quoi. Et finalement, en réalité, moi, je pense qu'en tant qu'être vivant, et puis en tant qu'être humain,
nous n'avons jamais cessé de procéder comme cela. Et donc, le biomimétisme est bien mieux que le biomimétisme, ce que je viens d'entendre, me paraît aller tout à fait dans ce sens-là. Je vous aurais entendu, avant de rédiger mon livre « Penser comme un arbre », là, je sens que j'aurais rajouté quelques pages je suis certain, je ne suis pas en train de, de me jeter des fleurs, c'est plutôt envers vous que je les jette, je suis certain aura été très intéressante. On fera un tome 2, Jacques. Ah, bah, oui. Ensemble, d'accord, volontiers. Merci beaucoup, Jacques. C'est vrai que comme vous avez été exceptionnels tous au niveau du temps, je me suis permise de faire reboucler la boucle à celui qui avait ouvert le bal. Donc, merci beaucoup. Concernant les participants, vous pouvez poser les questions sur le chat et Laurence fera un plaisir de vous les poser. On a eu une question qui était, pensez-vous que les produits, donc ça s'adresse un peu à tout le monde, les produits de vos belles initiatives pourront être accessibles à tous? Donc, bon, c'est l'étude est sur le site Fabrique Spinoza, on a donné le lien. Et sinon, donc, par rapport à la fondation, à la Convention des entreprises pour le climat, il y a un lien aussi qui a été donné. Et c'est sur LinkedIn aussi qu'il faut aller, c'est ce que disait Eric, c'est ça? Oui, tout à fait. Et pour préciser, tout le travail qui est fait dans la Convention, donc c'est une association loi 1901 et tout le travail qui va être fait, le parcours qui va être construit et toutes les feuilles de route inspirantes qui vont sortir, c'est un commun que nous allons mettre à disposition du plus grand nombre pour essayer de d'essaimer le plus largement possible. D'accord, merci. Alors là, on a des questions. Donc, Laurent, tu veux prendre la suite? Alors oui, il y a une question sur l'écosystème en milieu entreprise se rapproche forcément de l'écosystème en milieu naturel. Quid de l'écosystème de l'humain? Pourrait-on aller vers une vision convergente des trois systèmes, homme, business, nature? Et comment? Je pense que Dominique va apprécier cette question. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. En fait, toute la raison d'être, ce n'est pas un jeu de mots volontaire pour l'entreprise à mission, mais toute la raison d'être de cette chaire depuis qu'elle existe, donc officiellement elle existe depuis 2012, mais le travail a démarré en 2008, et à cet endroit-là. Comme on est dans une business school, les gens qui s'approchent en premier abord ont tendance à croire qu'on va parler forcément de business. Généralement, quand on me dit c'est quoi la paix économique, je réponds c'est pas une théorie économique, ce sont des chercheurs du monde de l'économie qui, se disant l'économie est aujourd'hui un acteur qui a un impact total sur tout le vivant, alors il faut absolument s'intéresser à ces entreprises, à cette économie pour voir comment ce que l'économie nous dit être des bénéfices ne contient pas trop de maléfices. Donc j'espère bien qu'à travers ce travail-là, on peut effectivement commencer à poser la question sur les trois axes qui correspondent, alors je ne sais pas qui est la personne qui a écrit, mais qui correspondent exactement à nos trois axes de recherche qu'on a établis en microsystème. Et puis, juste, je me permets, puisque j'ai la main, un tout petit rebond par rapport à quelque chose que disait Jacques tout à l'heure. Il y a autre chose qu'on porte et que les chercheurs qui m'entendent vont comprendre, c'est que ça fait 15 ans que je milite autant que je peux pour une équipe multidisciplinaire. Parce que justement, comme nous ne sommes pas des économistes qui ne parlons que d'économie ou des managers qui parlent de management, on a absolument besoin de pouvoir créer un système multidisciplinaire parce qu'on parle du vivant. On a réussi dans ces dernières années à avoir une équipe qui s'agrège à peu près dans l'ensemble des sciences de gestion, si je vais loin. On a la chance d'avoir une psychologue, une anthropologue, et il y a 2 ans, un biologiste qui nous a dit « Mais moi, dans mes travaux de biologie, je peux amener des choses qui alimentent votre terrain. » En écoutant Jacques et en vous écoutant tous, je reviens à cet endroit-là. Je me dis, mais bon sang, quand est-ce qu'on va être capable d'arrêter de créer des systèmes qui, parce que les lieux universitaires et autres se font évaluer dans leur capacité à publier dans leur domaine, ça nous interdit toute possibilité de travailler en commun, finalement. Enfin, voilà, c'est un rebond et en même temps un appel à ça. On a besoin de pouvoir, si on veut traiter de ce sujet, se compléter. Quand Jacques dit « je suis épaté », je ne sais plus les mots que vous avez pris, Jacques, mais quand Jacques dit « ça m'envoie un bol d'air frais », je me dis, ben oui, et moi, quand j'écoute Jacques, ça m'envoie un bol d'air frais. Si seulement on arrivait à se voir plus souvent, parce que des bols d'air frais plus réguliers, ça nous ferait vraiment du bien.
Merci pour ce bol d'air frais. Donc, on a pris un second bol d'air frais. Et alors, Laurent, tu as une autre question? Il y a Alexandre Jost qui voulait répondre sur les 3 écosystèmes, me semble-t-il. Oui, je vais faire court parce qu'on ne peut pas tous répondre à chaque question, mais quand même, moi, cette question m'a tout de suite pensé au modèle des entreprises libérées avec le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, puisque pour lui, il y a différents stades de conscience des entreprises et qu'à un moment, l'entreprise arrive au stade qu'il appelle opale et il pense qu'il y a d'autres domaines, d'autres degrés derrière et que l'entreprise opale, c'est une entreprise qui est organique. C'est une entreprise dans laquelle chaque individu prend conscience de son importance au même titre que toutes les autres. C'est une entreprise dans laquelle il y a une certaine vérité ou intégrité de chacun de ses membres, un peu comme la feuille dans un arbre qui ne va pas consulter, enfin qui ne va pas attendre l'aval des autres pour grandir, mais tout en ayant un certain partage d'informations avec le reste de l'organisme quant à l'optimalité de croître dans cette direction. Et moi, je pense intéressant d'avoir cette vision que l'entreprise organique est une manière d'envisager le fonctionnement, la gouvernance de l'entreprise, le comportement de l'être humain. Et puis, moi, je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, à la revégétaliser. Et en fait, si on maintient cette amnésie environnementale et qu'on a des lieux dans lesquels on va, qui sont des espaces de travail où il n'y a pas de nature, alors on n'arrivera pas à être biomimétique. Et je rappelle quand même que la présence d'un animal, d'un chien ou d'un chat dans une entreprise a un impact observé par les chercheurs qui est incroyable en termes de qualité des relations humaines qui sont induites, d'intelligence collective, d'apaisement. Pareil pour les plantes, on observe une augmentation de 17% de la productivité. Et même si je n'ai pas envie d'amener ce mot-là quand on parle de nature, mais lorsque il y a des présences de plantes sur les bureaux d'individus. Donc, in fine, moi, je pense que c'est la nature dans l'entreprise à un niveau macroéconomique, mais aussi très micro et très local, dans les espaces et dans les modes de relation entre les individus qui peut nous permettre de réinventer aux différentes échelles. Là, on a une question aussi. Une remarque sur le vocabulaire économique et comptable, comme quoi, effectivement, certains mots sont toxiques, comme externalité, actualisation, et qu'il faudrait revoir les fondamentaux comptables en termes de lexicographie. Qu'en pensez-vous? Donc, il y a Eric du Verger qui a donc adhéré à cela. Peut-être une précision? Oui, effectivement, on est, nous, sur le projet, on a beaucoup de contacts avec les milieux académiques, notamment les écoles de management, mais pas seulement. Et c'est vrai qu'on a besoin d'une réinvention du champ lexical. C'est fondamental pour que les nouvelles générations arrivent et n'entrent pas avec ces mêmes règles du jeu. Et donc, les mots sont très, très importants. Et donc, voilà, les mots qu'on utilise ce soir, il faudrait qu'ils soient un petit peu partout dans toutes les entreprises et qu'on sorte de cette logique de compétition, de gagner contre les autres, parce que c'est ça qui fait la course à accaparer les ressources, en fait. Hein. C'est ceux qui accaparent les ressources les plus vite, finalement, qui font le plus de croissance. Donc, voilà, il y a cette transformation à opérer, une prise de conscience et un nouveau champ lexical. Complètement d'accord avec Dorothée. Et à ce sujet, une ancienne de l'école, 1992, on parle des business schools, Cécile, qui est ravie de voir que chacun dans son entreprise, à son échelle modeste, fait avancer les choses. Le réseau des racines d'un arbre est immense et très puissant, dit-elle. Alors, Jacques Tassin veut répondre aussi. Oui, sur la question des mots toxiques, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne cesse de faire, non pas des parallèles, je pense, mais des continuités finalement, puisque dans le langage de l'écologie, il y a aussi des mots toxiques. Quand on parle d'environnement, il y a une notion de mise à distance, par exemple, qui est immédiate. Alors, il y en a même qui réclament qu'on ne parle plus de nature, mais qu'on parle de vivant, de continuité du vivant. Enfin, on ne va pas en débattre ce soir, évidemment. Et le terme de compétition est aussi un terme qui est utilisé en écologie et qui est aussi toxique parce qu'il est suremployé. Et par exemple, moi, dans mon unité de recherche, il y a des modélisateurs qui
transfert des modèles de compétition utilisables dans le monde animal, mais qui ne fonctionnent pas justement dans le monde végétal. Et c'est intéressant ce sont les premiers surpris. Ils disent mais ça marche pas, quoi. Ça fonctionne pas, on comprend pas ce qui se passe. Alors, on comprend pas ce qui se passe parce que la compétition animale, enfin déjà on peut commencer à y réfléchir, mais en tout cas ce que l'on croit connaître de l'éventuelle compétition animale, en tout cas ne fonctionne pas du tout dans le monde végétal. On est sur d'autres choses, on est sur des ajustements mutuels, on est en l'occurrence également sur des mutualismes, on est sur des facilitations, on est sur des opportunismes, mais on n'est pas sur de la compétition. Donc là aussi, c'est un mot toxique. Donc ça m'amuse favorablement, en tout cas, ou ça m'intéresse surtout d'observer que cette question porte aussi bien sur le champ de l'économie que sur le champ de l'écologie, avec ces maudits mots toxiques qui nous empoisonnent, forcément. Si je peux moi aussi, Eric, oui. Dominique. Pardon, si je peux rajouter quelques mots, parce que dans le monde de l'entreprise, dans le monde du management, les mots toxiques premiers sont les mots de la guerre, en fait. Et les mots guerriers, les mots agressifs. J'étais surpris parce que ces derniers temps, on se réfère beaucoup aux ODD de l'ONU et je salue l'intention. Il n'empêche que dès qu'on ouvre le manuel des ODD de l'ONU, ce qu'on voit écrit, c'est il y a 169 cibles. Pour l'ancien pilote de chasse que je suis, une cible, ce n'est pas un mot qui m'active à me rapprocher. Hein. C'est un mot qui me dit, attention, tourne la tête, il y a peut-être quelqu'un derrière toi. Et puis, il me semble qu'au-delà du vocabulaire, j'oubliais j'ai repensé à quelque chose que je disais ce matin. J'ai passé un an à Princeton dans un labo de recherche multidisciplinaire pour parler de paix économique. Et le premier papier sur lequel j'avais travaillé était de la sémantique des agences spatiales. Et si je vais vite, la sémantique de la NASA, qui ne doit pas avoir bougé, c'était en 2015, mais c'était « nous voulons rester premiers, nous sommes pionniers, nous allons dans l'espace pour conquérir et nous voulons exploiter les réserves de l'espace ». Quand on regarde la sémantique de l'agence spatiale japonaise, en 2 mots, ça dit « nous allons dans l'espace pour améliorer la vie sur Terre ». Il y a là une vision de la vie qui n'est pas tout à fait la même. Alors c'est clair qu'à partir de ça, on peut poser des questions des grands référentiels de société. Quand on est d'une culture japonaise où l'animisme est très fort, il y a quelque chose qui vient influencer le rapport au vivant qui n'est pas le même que quand on est dans un monde judéo-chrétien où dès les premières pages de la Bible, ça nous dit que la nature a été mise à notre disposition et que nous pouvons en disposer tel qu'on l'entend. Et au-delà des mots, il me semble qu'il y a vraiment toute la question des représentations. Il y a tout un travail pour nous dans cette question de la paix économique qui est de faire refondation autour de c'est quoi la vie, c'est quoi être humain, c'est quoi faire société, c'est quoi faire entreprise. Si pour nous qui sommes dans cette institution-là, être humain, c'est être un homo economicus, eh ben, ça me fait perdre qu'être humain, c'est un homo sapiens, c'est un homo ludens, c'est un homo habilis. Ça me fait perdre tout un pan et ça veut tenter de me faire croire que la vie se réduit à homo economicus. Donc, il y a vraiment tout un travail de refondation de quel type de société nous voulons à partir de ces grandes représentations. Il y a une remarque et une question de Fiona Ottaviani qui parle notamment d'un changement de cosmovision qui pourrait être porté par certaines populations indigènes et voudrait savoir si vous vous inspirez de ces réflexions sur ce changement de cosmovision. Moi, je veux bien y répondre. Pour moi, c'est un peu la même question que, enfin, comment dire, Dominique vient d'y répondre. C'est-à-dire que pour moi, ces populations, il faut faire attention à ne pas plaquer des idéaux par relativisme culturel sur notre propre société au sein de laquelle ça pourrait être inapplicable. Et moi, ce que j'aime beaucoup, le fait d'interroger notre relation au vivant et nos représentations. Moi, ce qui a vraiment émergé dans le travail de 6 mois qu'on a fait, c'est que pour le faire de manière non intellectuelle, il faut se rapprocher de la nature et aller à son contact. Il faut y aller de manière respectueuse, mais c'est qu'en fait, on a besoin de passer par le corps, par les émotions. Et moi, des choses que je pensais être très hippie, comme marcher les pieds nus dans l'herbe, on parle de earthing, c'est à la fois très, très enfantin et très hippie. Très hippie parce que moi, j'avais lu selon des blogs de réflexologues, il y avait des particules qui faisaient du bien.
Donc moi, j'y croyais pas. Et puis en fait, en bon ingénieur que je suis au départ, j'ai trouvé des recherches qui montraient qu'il y avait effectivement des électrons libres qui étaient émis par le sol, en particulier de forêt, qui favorisaient la cicatrisation, qui favorisaient la prévention des maladies chroniques. Et c'est publié dans le Journal of Inflammatory Research. Et donc, moi, je pense qu'on a besoin, pour changer de nos représentations, d'être pieds nus dans les arbres, la tête, aussi, à ouvrir tous nos sens. Et c'est que ce faisant, on ouvrira le champ des possibles. Et j'aime beaucoup ce que dit par ailleurs Frédéric Schluss, qui est la présidente du conseil scientifique de l'OFB, Office français de biodiversité. Elle dit « Créons des endroits de dialogue apaisés dessus pour échanger sur nos représentations de la nature ». Elle lance des programmes là-dessus, notamment à la Sorbonne, pour que des étudiants s'interrogent formellement sur ce qu'ils en pensent. Et enfin, j'aime bien aussi cette autre manière de faire qui est de l'écrire. Et là-dessus, il y a un très joli projet de Blue Nov, en lien avec le ministère de la Transition écologique, qui a fait écrire à 2000 citoyens des micro-récits sur différents sujets, dont l'écologie, de telle sorte à ancrer dans un imaginaire, dans une histoire, notre relation au vivant. Et pour moi, toutes ces choses-là sont une manière de réinterroger par le corps, par les mots ou par les représentations, ou par l'intellect, notre relation au vivant, et donc à retoucher du doigt si on peut être ces populations indigènes que vous mentionnez ou pas. Une question de Renaud Détail. Peut-on travailler à formuler un paradigme universel qui inclurait l'homme, la nature et la société? Je crois que Jacques, Laurent voulait intervenir juste avant la question. Ah, pardon, excuse-moi. Je n'ai pas vu la main. Rapidement, oui, compléter le propos d'Alexandre en disant qu'effectivement, ne transposons pas ce qui n'est pas transposable, ne projetons pas ce qui n'est pas projetable. Les peuples premiers, on va les appeler comme ça, ont ceci de particulier qu'ils ont une appréhension de leur milieu qui est d'abord sensorielle. Mais c'est quelque chose qui ne nous est pas interdit, c'est ça que je voudrais dire. Alors moi, pardon, mais je vais parler de moi. J'ai eu la chance, lorsque j'ai fait ma thèse, d'avoir un volet où j'étais invité à mettre en correspondance les chants d'oiseaux et la composition du paysage, la manière dont les unités de paysage étaient composées dans l'espace. J'ai écouté pour cela les oiseaux pendant 300 heures à peu près. Ce qui fait que c'est quand même bien rentré dans mon esprit, mais à tel point que je ne me suis pas rendu compte que je disposais d'une carte sonore des milieux forestiers qui était liée à ces oiseaux. Et je m'en suis aperçu au moment où je me suis perdu en forêt. Et je me suis aperçu que j'avais une carte de cette forêt qui était liée à, qui était en moi, qui était une carte sensible, qui correspond tout à fait aux cartes sensibles dont disposent les peuples premiers, et qui m'a permis de sortir. Mais c'est juste pour dire, voilà, c'est encore une fois, c'est pas pour me mettre en avant, mais que ça, c'est tout à fait abordable, cette manière de se resituer sensiblement dans l'espace. Et comme le disait Alexandre tout à l'heure, je ne sais plus exactement comment il l'a dit, mais oui, quand il parlait de ces expériences où après on se dessine, on s'aperçoit qu'on est tout petit, en exerçant nos sens, on peut de la même manière se resituer dans le monde et prendre une réelle perception de l'espace et se resituer dans l'espace. Et je peux vous dire que non seulement c'est satisfaisant, mais c'est purement jouissif. On a une sensation d'accomplissement, de vitalité, d'insertion dans le monde qui, pour moi, ne connaît pas d'équivalent. Voilà, pardon, j'ai peut-être été un peu long. Il y a Elisabeth aussi qui veut intervenir. Avec le micro. Oui, avec le micro, c'est mieux. Je ne vais pas répondre sur le paradigme, mais en tout cas, tout ça me semble renvoyer quand même à une question qui est fondamentale. C'est que souvent, on pense, en tout cas sur les sujets de développement durable, RSE, etc., qu'il ne s'agit au fond que d'un changement. Alors, les ingénieurs notamment pensent ça, évidemment, qui n'est pas les gens de la chaire pas économique, évidemment, pensent qu'il ne s'agit que d'un changement technologique, en gros, qu'on a juste besoin de quelques solutions technologiques et que ça va résoudre le problème. Et au fond, toutes ces questions sur les mots, les référentiels,
les récits, évidemment, les imaginaires qui sont à l'œuvre, etc., nous disent au fond une chose absolument essentielle si on veut arriver à quelque chose, c'est que ça n'est pas du tout un changement technologique qu'on doit mettre en œuvre, mais un changement culturel. Et c'est ça le sujet principal, et c'est pour ça qu'on se plante, à mon avis, aujourd'hui, parce qu'on cherche des solutions techniques, alors que la solution n'est pas technique, elle est culturelle. Et c'est pour ça aussi qu'elle ne peut pas être individuelle. Enfin, je veux dire, il faut changer évidemment le mode de vie de chacun, mais le levier de changement, il est collectif parce qu'il faut changer la norme sociale. On change mieux en groupe que tout seul, c'est comme ça. Voilà, c'est peut-être comme les arbres, les singes. Voilà. Et donc aujourd'hui, me semble-t-il, c'est pour ça qu'on passe à côté des enjeux et de l'efficacité qu'on pourrait avoir. Dominique, ton micro. Je disais, c'est un rebond qui va dans le même sens. Quand je suis avec des amis écologistes et qu'ils me disent « oui, mais il y a une grosse dégradation, et la dégradation est due à hypercompétition, hyperconsommation, globalisation », ma réponse est de dire « alors aidez-moi ». Parce que tant qu'on ne transformera pas la façon que nous avons de former nos futurs managers et nos futurs leaders, on aura même cause, mêmes effets. Et tout ce qu'on vient de partager là est à cet endroit-là. Moi, l'engagement fort qu'on a dans une école comme celle-ci, il est là. C'est de dire qu'il faut absolument qu'on change de façon fondamentale la façon que nous avons d'éduquer les suivants, ceux qui vont arriver après nous. Et je crois que c'est Alexandre qui a parlé de ça tout à l'heure, quand tu parlais de toucher le vivant. Et ça va rejoindre aussi une partie de ce que vient de dire Elisabeth. Pour moi, toucher le vivant, ça veut donc dire aller au sensible. Aller au sensible, ça veut dire sentir la vie. Et sentir la vie, ça veut dire sentir la mort. Tout à l'heure, dans un des ateliers, un des architectes qui était présent disait un des problèmes des Occidentaux, c'est qu'ils ne veulent pas se ressentir comme de la viande. Et c'était choquant quand il l'a dit, mais c'était assez juste. Si je me vois comme un primate, si je me vois comme faisant partie de la nature, ben, potentiellement, je vais disparaître comme un corps qui, à un moment donné, va disparaître. Et ce rapport à l'amour, ce rapport au sensible, il me renvoie aussi à ça. Et si on regarde bien notre économie, tout est construit pour me faire croire à un moment donné que par des tas de subterfuges technologiques ou je ne sais quoi, je vais pouvoir fuir ça. Et donc, tout va m'éloigner de ce sensible-là, tout va m'éloigner de ma capacité de mettre ma main sur un tronc d'arbre, parce que sentir ce tronc d'arbre, c'est me dire à un moment donné, je vais disparaître aussi. Et donc, c'est en ça que je rejoignais Elisabeth sur cette transformation de culture, parce que j'ai bien évidemment, alors je ne sais plus si c'est vous maintenant, comme j'ai suivi tous les ateliers, bon, c'était dans un autre atelier où quelqu'un disait, je viens de la campagne, donc peut-être que ça a un impact. Moi aussi, je viens de la campagne, et je me souviens, il y a une vingtaine d'années, raconter à un comptable qu'effectivement, d'avoir vu mon grand-père tuer les cochons ou tuer un lapin, ben, ça m'a donné un rapport à la mort qui m'a laissé dans cette sensibilité-là aussi, parce que ça touche, parce que ça vient toucher. Et il y a donc fondamentalement, pour tous ces futurs leaders, quelque chose qui est de l'ordre d'aller se faire toucher, au sens droit au cœur, en fait. Je n'ai pas d'autre mot, en fait. Si Dominique, je ne me laisse pas toucher. Dominique, je veux juste rebondir en une seconde là-dessus parce que ça me touche vraiment. C'est qu'il y a cette expérience de awe, de fascination, elle a une composante de frayeur qui est liée à la mort. Et moi, une chose que je te propose d'organiser, je l'ai entendu de Gérard Boss, le patron worldwide de la biodiversité à l'UICN. Il dit qu'il a fait emmener des chefs d'entreprise à faire de l'alpinisme. Et quand ils reviennent, ils ont un mot en bouche, c'est reconnected. Et reconnected, ça veut dire qu'ils sont reconnectés à la nature, mais en même temps, ils ont reconnecté leur facette de citoyen du vivant et en même temps de chef d'entreprise, homme ou femme. Et quand ils reviennent au travail, tout d'un coup, ils ont fait cette synthèse où il n'y a plus une différence entre les décisions économiques qu'ils prennent et l'expérience émotionnelle et vertigineuse de la nature. J'arrête là. Okay. Je voulais rebondir sur un point parce que qui me paraissait intéressant. À la fois, Jacques et Dominique ont mentionné effectivement ces aspects de compétition, d'hyper-concurrence, qui est effectivement vrai et peut-être sans doute tout le temps exacerbé dans le monde économique aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que sur certains sujets, on a également d'autres dynamiques qui se mettent en œuvre de collaboration, et en particulier sur les sujets environnement, ou certains sujets considérés comme non concurrentiels, mais qu'on se rend compte qu'ils rapidement ils deviennent stratégiques, donc la frontière devient floue, où on a des logiques de collaboration, de coopération qui se mettent en place,
Et on a fait ce travail, nous, il y a à peu près un an, de recenser les initiatives qu'on appelle, donc voilà, il y a des alliances, des coopérations, des engagements collectifs d'acteurs économiques. Et vraiment, sur les 3-4 dernières années, c'est ces démarches qui ont explosé. Vraiment, en termes de nombre, jusqu'à un point où ça nous est arrivé de manière voilà, très formelle d'organiser des rencontres, des réunions avec les entreprises de PE pour voilà, un peu faire des points de bon, qu'est-ce qui existe, où est-ce qu'il faut aller, c'est quoi les demandes qu'on reçoit, est-ce que c'est pertinent. Et clairement, ce que ça reflète derrière, c'est une prise de conscience extrêmement forte qu'il y a un certain nombre de transformations du marché d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue comportemental, culturel. Et là-dessus, j'abonde complètement sur le point qu'a mentionné Elisabeth. Et que ces points-là, on peut pas les adresser individuellement. Et ça, il y a beaucoup d'acteurs qui en ont conscience. Et du coup, on assiste à ces regroupements. Donc, évidemment, je pense que ça ne remplace pas la concurrence économique, mais ça se place voilà, de façon parallèle. Et on a quand même voilà, cette tendance-là qui est quand même très, très forte. Et où derrière, effectivement, c'est des logiques de collaboration parce que les entreprises sentent bien que elles doivent agir sur des éléments qui sont hors de leur périmètre direct de contrôle. On n'est pas en train de parler de les émissions de leur site de production ou des choses voilà, sur lesquelles elles ont un contrôle à 100%, mais justement sur des choses qui soit sont collectifs au niveau d'un secteur, voire plus large au niveau sociétal. Et donc, clairement, il y a un besoin derrière d'action collective, puisqu'il y a également bien sûr des initiatives qui vont être collectives d'entreprise, mais également des choses qui vont être pluriacteurs. Et j'en avais discuté également avec des consultants. Ils me disaient qu'ils voyaient un peu la même tendance, où ils avaient plus de sollicitations pour animer des consortiums ou faire des choses, des activités de dialogue public-privé avec également la société civile. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de regarder ces deux dimensions. Merci David. Il est 20h02 et j'avais fait la promesse de 20h. Donc, je remercie tous les intervenants de penser comme des arbres parce que c'est très porteur. Donc, continuez comme cela parce que vous nous enrichissez beaucoup. Et merci pour votre joie aussi à transformer. Donc, c'était très plaisant de vous écouter. Et je passe la parole à Dominique pour son mot de clôture. Merci beaucoup, Élodie. Je suis très heureux. Alors, j'aimerais pouvoir remercier tous les gens qui ont été présents aujourd'hui. Donc, je vais démarrer par tous ceux qui ne sont pas là pour les remercier avant de revenir à vous. En fait, j'ai été touché par beaucoup de choses aujourd'hui dans les ateliers, dans les conférences. Mais je crois que la première, alors je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Jacques ou David, c'est vraiment celle de se rendre compte parmi tous les panélistes qui étaient présents aujourd'hui, combien nous venons de mondes différents en disant presque la même chose, ou en tout cas en venant compléter ce que le voisin dit. Et je me dis, dans cette journée, alors ça nous arrive de temps en temps, mais celle-ci a été particulièrement forte autour de ça. Il y a certainement quelque chose à créer entre nous pour pouvoir maintenir ce lien-là, au sens des racines qui viennent se toucher, si je reprenais l'analogie des arbres, pour qu'on puisse aller encore au-delà, puisqu'on voit bien qu'on a plein de points communs, mais qu'on l'aborde des fois par des angles un peu différents, et que ça vient enrichir la façon dont l'autre vient de dire quelque chose. Donc, plutôt qu'un bol d'air frais, je vais m'amuser ce soir, comme je suis mosellan de la partie germanophone, ça me fait comme un grand verre de schnapps, et ça me donne un bel élan pour démarrer la soirée, alors que j'étais fatigué en milieu d'après-midi. Donc, merci pour tout ça, j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Et puis, pour ce panel sur lequel on vient de terminer, j'ai été beaucoup touché parce que, touché au sens premier du terme, le thème était là, sur la question du sensible. Ce n'est pas tous les jours où c'est possible, avec un panel comme ça, de pouvoir aller sur ce terrain-là, sur ce terrain qui est très intime, finalement très profond. Et c'est au cœur, à mon avis, de tout ce qu'on a raconté depuis tôt ce matin jusqu'à ce soir. C'est vraiment cette capacité de se remettre au contact direct de la vie, donc de la sentir vibrer, vous ne voyez pas mes mains, j'allais dire, de la sentir vibrer au fond de nous et de pouvoir laisser émerger ce qui est en train de se passer de cet endroit-là. Merci beaucoup pour vous tous. Je remercie encore une fois tous nos partenaires et les soutiens pour cette journée, mais aussi les partenaires qui, depuis
qui depuis des années maintenant sont avec nous, puisqu'on a la chance d'avoir des partenaires qui renouvellent par cycle de 3 ans quasiment sans s'arrêter depuis le début. Donc, j'ai une grande reconnaissance vis-à-vis de toutes ces personnes qui croient en tout ce qu'on est en train de raconter, vous et nous, aujourd'hui. Merci à tous. J'espère vraiment qu'on trouvera des moments ou des liens ou des temps dans lesquels nous allons pouvoir continuer tout ça ensemble. À très bientôt, j'espère. Merci. Merci, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Et continuons. Oui. À très On lâche bientôt. rien.